Bonjour Patricia, Bonjour. merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Est-ce que vous pouvez retracer en quelques phrases votre itinéraire, votre parcours Donc au départ, je suis passée par une formation classique. Voilà, tout bien. Donc j'ai commencé par faire du droit, j'ai compris que c'était pas ma voie, mais en droit, souvent on y va quand on ne sait pas quoi faire. Ensuite, comme je m'intéressais beaucoup à l'être humain, au cerveau, au corps et à toute cette merveilleuse mécanique, donc je suis passée par la case médecine. J'ai été élevée par mes grands-parents et mon grand-père me disait, si tu veux être crédible, si tu veux qu'on te respecte, si tu veux faire passer un autre message, il faut que tu justifies par un cursus classique. Donc je suis passée par la fac de médecine, j'en ai fait 2. J'ai traîné un petit peu dans mes études parce que j'ai fait de la naturopathie entre-temps, de la médecine énergétique. Je me suis spécialisée en alcoolologie pour me dire que le corps, c'était bien, mais en réalité, je ne cherchais pas à guérir le corps, mais l'âme. Donc du coup, je suis partie sur la psychologie, sur les psychothérapies, sur l'anthropologie médicale, et je crois que j'ai fait le tour. Beau parcours. À peu près, voilà. Et donc après, ben voilà, je me suis déformée. C'est-à-dire qu'après avoir passé tout un cursus classique diplômant, eh bien j'ai essayé de me déformer pour passer par des techniques comme la PNL, l'hypnose, l'analyse transactionnelle, les contes, la mythologie, enfin bref, toute une autre façon de penser. Donc on a, pour reprendre un petit peu avec ce qui se passe à l'Institut Monroe et ce que je fais un peu dans les stages, on a, avec la formation classique, le cerveau gauche, logique, rationnel, raisonnable, analytique, voilà. Et puis on a le côté plus littéraire, plus philosophique, ésotérique, symbolique, donc qui lui est analogique et qui n'est plus du tout analytique. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est utile de sortir ou de tout l'un ou de tout l'autre. On ne peut pas être complètement artiste et décorporé, vivre au ciel et dans les nuages, mais on ne peut pas non plus rester dans un système uniquement matériel qui répond à des normes. Alors je vais vous poser une question qui n'est pas facile, et c'est une question que j'ai posée aux intervenants lors du colloque de Lyon sur la conscience. Selon vous, qu'est-ce que la conscience? Et est-ce qu'on peut donner une définition entre guillemets de la conscience? Et comment vous percevez ce concept de conscience? Qu'est-ce que vous y mettez derrière? Alors, pour une définition, je pense que c'est difficile, puisque chacun va vivre la conscience à différents niveaux. Par contre, il y a 2 termes dans conscience. C'est le problème de la langue française, c'est qu'on a la conscience sur un plan médical, c'est-à-dire que je suis conscient parce que je peux penser, je peux agir, je peux bouger mes mains, je peux manger, etc. Donc je suis dans un état de conscience, je suis conscient. Quand quelqu'un est dans le coma, il n'est plus conscient. Pour les termes médicaux, quand on dort, on n'est plus conscient, puisqu'on n'est plus responsable de ses actes. Le somnambulisme, on n'est pas conscient. Non. Et l'autre terme de la conscience, c'est bien évidemment celui qui va nous intéresser, c'est celui du niveau de conscience, c'est-à-dire d'une présence au monde, d'une acuité au monde. C'est la conscience, je dirais, qui est là lorsque l'on dort, lorsque l'on rêve, que l'on fait des songes. Donc c'est tout le niveau de conscience que l'on a lorsque justement on n'est plus dans cet état de conscience de vigilance, qu'on appelle nous état de conscience ordinaire, mais dans un état de conscience élargi, ou une expansion de conscience, c'est-à-dire qu'on va développer notre vision du monde, donc très rationnelle, très logique, très cerveau gauche, vers une vision beaucoup plus analogique, beaucoup plus symbolique, beaucoup plus archétypale, et là on n'est plus dans le monde visible. Le monde de la conscience médicale, on est dans des perceptions avec nos 5 sens, et dans le monde de la conscience, expansion de conscience, nous avons également nos 5 sens, mais dans un mode de perception différent. Si je Oui. peux...
En fait, ce que je voulais vous faire dire à travers ma question, c'est que bon, vous avez fait des études de médecine, vous avez étudié le cerveau. Bon, quels sont les rapports entre la conscience et le cerveau? C'est une grande question qu'on pose actuellement. Alors, il y a deux écoles, hein. Vous avez les matérialistes qui disent c'est le cerveau qui crée la pensée, et puis vous avez bon, en gros les spiritualistes qui disent ben non, la conscience existe indépendamment du cerveau. Alors, quelle est votre position par rapport à ça? C'est sûr que c'est un grand débat, mais on en revient toujours au même. Si on reste dans la matière, ben oui, pourquoi pas, le cerveau c'est l'élément qui pense. Voilà. Maintenant, quand je pense, qui pense hein? On va retourner plus cerveau droit, plus sur les philosophes. C'est une question qu'on se pose quand même depuis l'Antiquité, voire avant. Voilà, qui pense quand je pense Pour moi, dans les expériences que j'ai faites, dans mes recherches, dans ce que je lis, par rapport à ce que j'entends dans des conférences, en neurosciences, maintenant, parce qu'on a quand même des moyens de faire un petit peu avancer tout ça, on s'aperçoit que le cerveau ne fait que s'allumer à certains moments, dans certaines zones. Alors, qui pense, évidemment, je n'ai pas forcément la réponse, sinon toutes ces recherches n'auraient aucun intérêt. Mais pour moi, le cerveau est une interface de la conscience. Voilà. Et la question même beaucoup plus intéressante que je me pose, et que d'autres surtout se posent, c'est mais et le cœur? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des neurones dans l'intestin, on a un système entérique très développé au niveau neurone. On a appris ça par la maladie de Parkinson. On a découvert qu'il y avait une circulation de dopamine, enfin bon, avec le nerf vagal et les intestins, et que les intestins étaient un immense cerveau qui fabriquait des neurotransmetteurs comme le cerveau. Bon, donc alors, qui pense quand je pense? Mon cerveau, mes intestins. Alors, on a des expressions populaires qui disent mais je l'ai dans mes tripes. Donc, oui. Toutes les expressions populaires nous ramènent à une médecine populaire. Donc, on pourrait dire les anciens savaient de façon empirique que nos intestins pensaient. Et puis, on a découvert des neurones au niveau du cœur. Ah, bon, aussi dans le cœur, mais où va-t-on s'arrêter? Et il semblerait que les neurones du cœur, c'est le cerveau du cœur qui fait les choix. Nos grands choix dans notre vie, pas que nos choix amoureux, sont faits par le cœur. Et en effet, dans les expressions populaires, qu'est-ce qu'on retrouve? Je fais à contre-cœur. J'ai choisi un travail, mais à contre-cœur. J'y mets tout mon cœur. J'ai du baume au cœur, etc. Donc, les choix sont faits par les neurones du cœur. Et le cerveau s'en gratifie en disant « qu'est-ce que je suis intelligent, j'ai fait les bons choix ». Voilà. Mais si on se met dans le ressenti, c'est mon cœur qui décide. Hein? Quand on est amoureux, peut y avoir une jeune fille et puis 3 ou 4 garçons dans une même pièce, tous plus gentils, intelligents, beaux, tout ce qu'on veut, et elle va en choisir un, pas les autres, qui sont aussi bien. Donc c'est son cœur qui va l'inciter à les rejoindre plutôt une personne qu'une autre. Mais on ne sait pas que c'est notre cœur. Voilà. Alors après, le cerveau, voilà, notre conscience, qu'est-ce qui fait qu'on est animé? Vous parliez de cerveau comme étant l'interface de la conscience avec le monde extérieur, je suppose. Donc le cerveau fait le lien entre la conscience, qui est quoi? Alors dans le coma, oui. Par exemple, on sait, dans certains types de coma, hein, pas forcément selon les lésions, selon le type de lésion cérébrale occasionnée, dans certains types de coma, on s'est aperçu avec l'IRM. Alors c'est vrai que la magie de la médecine, c'est que l'imagerie médicale s'est développée. Quand on demande à une personne dans le coma pour dire oui et non, puisqu'elle ne peut pas le dire, puisqu'elle n'a plus de fonction physique, on lui demande de penser. Par exemple, je crois que sur l'expérience qui a été faite, c'était une partie de tennis ou quelque chose comme ça. Et pour dire oui et pour dire non, c'est une autre imagerie. Et donc la personne, quand on lui pose des questions, elle entend. Le cerveau peut encore faire un petit bout d'interface, pas suffisamment pour fonctionner normalement comme nous fonctionnons. Elle visualise la partie de tennis et ça veut dire oui. Donc les zones du cerveau, quand elle visualise sa partie de tennis, vont s'allumer. Donc ça, on sait que c'est oui. Lorsqu'on lui dit de penser pour non,
je sais pas moi, un autre paysage ou quelque chose comme ça, il y a une autre partie du cerveau qui s'allume et ça veut dire non. Et on peut communiquer avec certaines personnes qui n'ont plus de cerveau en état, mais qui arrivent quand même à transmettre oui ou non. Voilà. Alors c'est sûr que c'est très très réduit, mais la personne elle-même, quand on lui dit de penser à un terrain de tennis, elle le voit, elle le visualise, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement consciente de ne pas être consciente. C'est-à-dire que son niveau de conscience est différent. Et le cerveau ne peut fonctionner qu'à tout petit fonctionnement, mais suffisant quand même pour nous rendre compte. Donc on voit bien que le cerveau, même très endommagé, ne fait que traduire, que transmettre d'autres messages. Vous avez travaillé donc avec Robert Monroe à l'Institut Monroe. L'Institut Monroe est connu, dans les médias, dans le public, comme étant spécialisé dans les sorties hors du corps. Qu'est-ce qui sort du corps quand on dit sortie hors du corps? Quel rapport entre le corps et ce qui sort du corps? Je reviens, je suis un peu têtu, mais bon. Alors, justement, rien. Ah, rien ne sort du corps. Tout est déjà là. Ah, c'est intéressant. Voilà. C'est-à-dire que c'est à la fois un voyage. La conscience n'a pas de limite. La conscience n'est pas limitée par le temps et par l'espace. Alors déjà, c'est un concept pas toujours évident à comprendre et qui mérite plus d'être vécu que d'être compris intellectuellement. Mais enfin, néanmoins, là, on va le faire comme ça. Souvent, les gens me disent, oui, voyage hors du corps, c'est-à-dire que la personne se décorpore. L'exemple de Monroe. Monroe, chef d'entreprise, de radio, sur les 2 côtes des États-Unis, travaillait beaucoup. Et il s'est dit, dans les années 60, je vais trouver une méthode d'apprentissage de langue ou d'apprentissage de cours en dormant. Comme il est ingénieur du son, il a écouté tout un tas de fréquences et de sons de façon un petit peu artisanale, en bricolant ça dans son studio. Et une nuit, il se retrouve au plafond de sa chambre. Il se dit, oulala, c'est pas normal, il se passe quelque chose, c'est curieux. Monroe n'avait pas une culture, il était, je pense, chrétien, comme la plupart des Américains, mais sans plus, pas forcément une culture religieuse spécifique. Il regarde en bas, il voit sa femme et un homme allongé à côté de lui. Donc là, quand même, une expérience transcendantale, plus un homme allongé à côté de sa femme, ça faisait beaucoup dans la même soirée. Et le choc de découvrir, il était très jaloux, il était coureur, mais très jaloux, et donc, hop, il se réincorpore, du coup, voilà. Donc, il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre, c'est notre vision du monde qui change. Soit on le voit en projection, donc notre regard, le regard de la conscience se déplace, puisque n'est pas limité ni par le corps physique, ni par le temps, ni par l'espace, et donc on peut voir des scènes, là c'était dans sa chambre, mais on peut voir des choses en effet qui se produisent beaucoup plus loin. Oui. Il n'y a pas de distance, voilà. Oui. C'est ce qui amène beaucoup dans l'inspiration, dans l'intuition. Les très très grands chercheurs, Einstein par exemple, il a rêvé qu'il était à cheval sur un rayon de lumière quand il a fait sa théorie sur la relativité. Bon, c'est quand même pas... c'est pas ordinaire. Bon, je parle toujours de Mendeleïev quand il a fait sa table de classement des éléments périodiques. À l'époque, on ne les connaissait pas tous. Lui s'est dit, on va en découvrir. Bon, jusque-là, ça ne montre pas forcément de grande intuition. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il a laissé des places libres, des petites cases libres, juste là où on allait mettre les manquants. Voilà. Donc ça, c'est de l'expansion de conscience. Parce que, bon, on peut dire qu'il a eu de la chance, voilà. Coup de bol, il a juste laissé les emplacements libres où il fallait. D'accord ? Mais quand ça se répète, Haussmann, quand il a fait Paris, il a fait 4 sous-sols. Alors le premier c'était pour l'eau, le deuxième pour les égouts, le troisième pour le gaz, et le quatrième, tout le monde lui dit mais pourquoi ? Oh, parce que plus tard on va inventer quelque chose. Alors ok, ce sont comment on appelle ça, des gens qui voient, enfin des précurseurs. C'est la fibre optique. Voilà. Alors on ne peut pas dire qu'Haussmann ait pensé à la fibre optique, mais il avait prévu
dans son organisation des sous-sols parisiens, des trous du dessous, à prévoir des emplacements. Voilà. Il en a prévu 4, pas 5, pas 6. Voilà, alors il y a une multitude d'exemples qui nous font prendre conscience que c'est à la fois l'intuition intérieure qui nous met en contact avec le futur, par exemple, dans ces cas-là, avec une intime conviction que c'est indispensable. Ça coûte cher de refaire un 4e sous-sol. Enfin, on va quand même investir dedans. Mendeleïev, bon, quand il a fait ses cases, peut-être là, il n'y avait pas un gros investissement, mais enfin, c'était quand même risqué. Et puis, bon, Einstein, bon, c'était un petit peu plus compliqué dans la vie d'Einstein parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments particuliers et ce qu'on a fait de sa découverte n'était pas forcément très reluisant. Mais, et la projection astrale, on l'a aussi lors d'un accident. Quelqu'un qui a un très grave accident de voiture, par exemple, la douleur physique devient tellement insoutenable, donc pour la survie de la personne, la conscience va se déplacer. Voilà. Alors c'est pas quelque chose de concret, hein, la conscience, c'est comme l'âme. Je pense que si on fait une dissection du corps humain, on ne trouvera peut-être pas, hein, voilà. Mais en tout cas, ce qui nous anime va se déplacer et on peut se voir. Il y a des tas de récits de gens qui disent mais j'ai vu les pompiers m'emmener, ma femme, mes enfants, racontent la scène. Donc là, eux, ils sont conscients de leur syncope quelque part. Oui, voilà. Hein. Donc soit c'est une douleur extrême, ou le corps, une intervention chirurgicale qui tourne mal. Alors là, les récits, on en a pareil à foison. Donc voilà, alors on a les morts imminentes, donc où les gens reviennent. Donc là, la conscience, elle se déplace où, qu'est-ce qui part? C'est notre projection de nous-mêmes, de ce que l'on est, de notre essence ou quintessence. Je ne sais pas comment on pourrait dire, on appelle ça la conscience, mais bon. Qui va voyager dans le temps et dans l'espace, dans d'autres dimensions, puisque où vont les morts? Au ciel, mais voilà, c'est où le ciel? Voilà. Alors la physique quantique nous dit qu'il y a plusieurs dimensions, on parle de multivers. Oui. Voilà. Donc on peut imaginer que c'est dans un de ces nombreux univers multiples où tout cela se passe, mais aujourd'hui on n'en sait pas beaucoup là-dessus. Hein. Je suis allée à une conférence il n'y a pas très longtemps, on disait soit il existe Dieu, soit il existe les multivers. Voilà, on va choisir une des deux solutions. Bon, chacun choisit celle qu'il veut, mais l'une pouvant aller avec l'autre d'ailleurs. Ouais. Et si j'ai bien compris, alors donc pour vous, la conscience c'est quelque chose qui est en dehors de l'espace et du temps, en dehors de la matière, notre univers matériel, et qui serait non local. C'est-à-dire pas localisé quelque part. Simplement, nous, on la voit localisée parce qu'on est dans notre corps, mais une fois que la conscience est hors du corps, elle peut se trouver n'importe où, à n'importe quel moment, instantanément, se déplacer, tout savoir, enfin tout connaître. C'est un peu ce que vous pensez. Je tends vers cette idée, voilà, en sachant que les limites sont les nôtres. Oui. Voilà. Et que on est quand même lié, puisqu'on est dans la matière, on est dans un monde physique, il y a une dualité. Et ce que font les mystiques, les prophètes, bon, on peut prendre Daniel, qui a eu toutes ces révélations, qui est peut-être un des plus grands prophètes qu'a jamais connu dans l'histoire, dans le christianisme, dans le monde de l'humanité, parce qu'il avait des révélations, des prophéties. Alors, c'est vrai qu'il n'y arrivait pas tout seul, c'était l'ange Gabriel qui lui révélait ses propres intuitions, mais sa conscience n'était donc pas limitée ni par le temps, ni par l'espace. Voilà. Tout à fait. Bon, on pourrait peut-être dire la même chose de Nostradamus, j'en sais rien. Oui, peut-être. Oui. Peut-être que l'ange était lui aussi. Oui, peut-être que l'ange était... Le livre qui est juste derrière, Dialogue avec l'ange. Oui. Et peut-être que l'ange était son double. Peut-être, son soi. Comme on a la théorie de Garnier-Mallet qui parle du dédoublement du temps. Voilà. Alors après, cette notion de temps, nous on est dans l'espace-temps, donc pour nous ça roule tout seul, mais la conscience pas limitée par le temps, comment ça se passe? Le passé, le présent en même temps, pas la même vitesse? Oui, ça. Voilà. D'accord. Alors ce qui est intéressant aussi, vous avez vécu, à l'âge de 3 ans je crois, une expérience très particulière d'expansion de conscience
Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors en réalité, c'est ce qui m'a amené jusqu'à chez vous. Mais c'était le jour de l'anniversaire de mes 3 ans, c'est pour ça que je me rappelle que j'avais 3 ans, sinon je n'en aurais aucune idée. J'étais assise chez mes grands-parents, sur quelques marches qui arrivaient dans la cuisine, et je suis née au mois de mai, donc il fait beau, il y a du soleil. Là, c'était le soir, j'avais le ciel étoilé, et cette voûte étoilée, c'était absolument merveilleux, enfin, voilà. Et en fixant d'une façon, une grande concentration en fixant ce ciel, je me suis sentie happée, prise dans le ciel, faisant partie du ciel, enfin du ciel et des étoiles. Et donc là m'est venue une idée que j'ai pu mettre en mots évidemment beaucoup plus tard, mais même encore maintenant, je ne sais même pas si les mots seraient justes. C'est que toutes ces petites étoiles, je me disais, mais ces petites étoiles, c'est toutes mes petites cellules que j'ai à l'intérieur de moi. Alors aujourd'hui, je dirais même les particules, enfin, ce sont des parties infines de moi. Et puis, donc, il y a peut-être une autre Patricia sur une marche chez sa grand-mère pour ses 3 ans, qui regarde le ciel et qui va voir, voilà, une plus grosse Patricia, et puis, voilà, le système des poupées russes. Et j'ai compris que tout est... Bon, en réalité, c'était de la géométrie, mais géométrie fractale. Oui. Tout est dans le tout. 3 ans, c'était un petit peu compliqué, donc ça me prend toujours du temps de réflexion. Donc j'ai compris quelque part intérieurement, bien sûr sans pouvoir le nommer ni le décrire, que cette expérience d'être dans le tout et de faire partir du tout et de ces fractales m'a amené évidemment à rechercher. C'était un fait déclencheur pour vous? C'était un fait déclenchant. Parce que ça a orienté vos recherches ultérieures? Alors évidemment, pourquoi on est là, d'où on vient, où on va, quelle est ma mission sur Terre. Voilà, donc j'ai commencé à questionner sérieusement. Et alors, grosse déception, parce que ma grand-mère, qui était quand même de génération avant, quand j'ai dit, mais pourquoi on vient sur Terre? Je sais pas. Où on va après? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je sais pas. Quelle est notre mission sur Terre? Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas. Je dis, mais quand même, ils sont nés longtemps avant moi, ils savent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là? Voilà. Alors, c'est sûr que je me pose toujours les mêmes questions, mais disons que le chemin et la quête est devenue très intéressante. Voilà. Parce qu'évidemment, ça touche d'autres domaines. Cette expérience de jeunesse, vous avez vécu d'autres expériences au cours de votre vie un peu étrange, je sais pas. Alors, j'ai pas eu des choses aussi fortes que ça, quand même. Oui. Voilà. J'ai eu une petite intervention chirurgicale de l'appendicite, toute petite, pareil, à 8 ans, où le chirurgien m'a pris dans ses bras et m'a emmené en urgence péritonite et m'a ouvert tout de suite. Et là, il y a eu un défaut respiratoire. Et en effet, j'ai fait l'OBE, la sortie du corps, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, où j'ai vu et senti que je ne respirais plus, j'ai vu les intubations, etc. Et tout de suite, je suis revenue dans mon corps en me disant « Ah, ça y est, ça va mieux. » Voilà. Mais c'était pas transcendantal. Hein. Voilà. C'était juste parce que le corps souffrait et donc pour survivre, moi je suis persuadée que le corps, pour survivre, lorsqu'il y a suffisamment de possibilités pour le faire, eh bien la conscience se déplace, permet au corps de traverser une phase compliquée ou difficile, où certainement que le pronostic vital est limite, et dès que le pronostic vital redevient bon, la conscience revient et vous revenez à vous et vous trouvez confort. Donc là, c'était pas confortable. D'accord. Et ni transcendantal.